Bonjour. Alors aujourd'hui, on continue les interviews pour le colloque Québec-France sur les diversités cognitives et échecs, une histoire de relations. Aujourd'hui, on reçoit Charlotte Parzijagla. Donc bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter pour commencer? Oui, alors je suis ancienne professeure de philosophie, reconvertie dans la psychothérapie, de temps en temps conférencière et auteur de livres sur le haut potentiel, parce que ma spécialisation en fait est autour du haut potentiel. D'accord. Donc, on parle de diversité cognitive. Dans le fond, aujourd'hui, en quoi la question de la neurodiversité elle vous intéresse? On comprend la neurodiversité, donc toutes les diversités cognitives, en fait, là. Alors moi, c'est surtout mon parcours d'enseignante qui m'a amenée à m'intéresser à cette question. Donc j'ai vu des choses qui sont assez courantes et qu'on imagine facilement en fait dans les salles de classe, hein, c'est-à-dire des élèves qui sont fatigués, qui sont dans l'opposition et pour qui finalement l'enseignement en fait est une souffrance. Alors voilà, cette idée, enfin des choses qu'on entend fréquemment, c'est que ils comptent les jours avant les vacances, les heures avant la récré, ils jubilent à l'idée, par exemple, qu'un professeur va s'absenter. Euh, voilà, ou même en termes de posture en classe, ça va être des élèves qui sont souvent un peu avachis sur la table, qui vont souffler, par exemple, quand il faut écrire, qui ont tendance à râler quand il y a un contrôle. Alors ça, c'est des constats finalement qu'on fait tous, hein, tous les enseignants, mais qu'on n'interroge plus vraiment. Donc tout le monde se rend compte de ça, et voilà, mais on ne se pose pas vraiment la question de savoir à quoi c'est dû. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que j'aime beaucoup réfléchir et j'aime mon travail aujourd'hui, hein, donc je trouve que c'est assez anormal. C'est-à-dire que même les adultes, quand ils font un travail, souvent ils l'envisagent sous l'angle de la contrainte et pas sous l'angle du plaisir. Donc on est un peu conditionné dans cette idée. Alors par rapport à ça, moi je me suis posé la question finalement, est-ce que je suis privilégiée ou une question même encore plus banale, est-ce que c'est ça le sens de la vie, c'est-à-dire faire des choses qui sont vides de sens et uniquement par contrainte. euh, alors, la mission du professeur, de surcroît le professeur de philosophie, c'est selon moi d'ouvrir un peu l'esprit des jeunes. Et finalement, j'ai rencontré des étudiants qui s'intéressaient plus aux résultats qu'au contenu des cours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne note? Est-ce que si je fais comme ça ou comme ça, je vais avoir une bonne note? Est-ce que là, ce qu'on étudie, c'est dans le programme? Est-ce que ça sort du programme? Qu'est-ce qu'il faut apprendre par cœur? Voilà, quelle théorie, j'ai même entendu des choses, quelle théorie il faut mettre de tel auteur dans telle partie d'une dissertation pour avoir des bons points, quoi, hein. Un autre exemple qui peut être parlant, on interrogeait sur une dissertation dont le sujet était pensé, est-ce que ça rend libre? Et là, j'ai eu un élève qui m'a répondu, Madame, dans un sujet comme celui-là, est-ce qu'il faut répondre oui ou non à la question pour pas blesser le correcteur? Hmm. Alors ça encore, c'est des choses qui font partie de la mythologie autour de l'enseignant en philosophie, c'est qu'il faut aller dans le sens de l'opinion, de la conviction du correcteur, au risque sinon de se mettre à dos correcteur. Et je trouve que cette mythologie, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle permet de prendre conscience finalement que les élèves, ils ont assez peu confiance vis-à-vis du professeur et qu'ils ne comprennent pas fondamentalement l'intérêt de la dissertation, quoi. Moi, si vous voulez, j'intervenais en fin de parcours, hein, en terminale, c'est-à-dire avec des élèves qui ont passé 12 ans avant à être à l'école, et je faisais un petit peu tous ces constats terribles de finalement d'élèves qui n'arrivent plus réellement à s'impliquer, à s'intéresser, à avoir envie de, de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, on leur a vraiment coupé leur réflexion et c'est devenu des sortes de machines en fait à ingurgiter des savoirs qui comprennent finalement plus grand chose à ce qu'ils intègrent, quoi. Ça m'a beaucoup interrogée, surtout sur le but de l'école. Donc, il me semble que c'est pas forcément l'acquisition de connaissances, mais plutôt la compréhension de ce qu'on apprend, l'action, je sais pas, d'aiguiser par exemple son intelligence ou d'accéder à une forme d'autonomie de la pensée.
En tout cas, c'est ce qui est en philosophie, quoi. Et j'ose même ajouter, trouver peut-être du sens et du plaisir. Donc, en sens, sur ces constats assez basiques et banals, finalement, je me suis rendu compte que le système, il avait failli à une mission fondamentale. Et surtout qu'on on était dans une posture, nous, en tant qu'enseignants, qui était un peu particulière. C'est-à-dire que le professeur, il a raison parce qu'il est professeur. Alors, en philosophie, on va appeler ça un argument d'autorité, hein, c'est-à-dire que c'est une démonstration qui est fallacieuse, hein, c'est donc un argument qui n'a pas de pertinence. Alors, dénoncer ça dans un contexte où finalement, on sait qu'il y a une crise de l'autorité, on sait que les professeurs, ils sont pas tellement respectés et qui sont pas tellement crédibles au niveau des élèves, ça pourrait paraître absurde, mais voilà, la réflexion que je me faisais, c'était de me demander si c'était pas pour cette raison, finalement, de la posture du professeur que l'enseignement était mis en échec. C'est-à-dire, si on fait par exemple l'analogie entre un gouvernement et la façon d'enseigner des professeurs, c'est une sorte de gouvernement totalitaire ou tyrannique, c'est-à-dire je parle et tu m'écoutes, je détiens la vérité, et sous-entendu, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi, quoi. Alors ça me fait penser justement à cette phrase de Lacan qui dit que le pervers, c'est celui qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis beaucoup mal à l'aise. Voilà, cette idée de penser, en tout cas, qu'un cours de philosophie, alors après, je peux parler que de mon expérience, mais ça se passait comme le fait de divulguer un savoir objectif sans forcément faire intervenir la pensée, la profondeur, la sensibilité d'un individu, quoi. Alors, autrefois, les professeurs, ils étaient détenteurs d'une autorité, ils étaient respectés. Voilà. Et aujourd'hui, cette chose-là n'arrive plus, et on ne se rend pas compte, selon moi, en fait, que la société, elle a changé, et que les étudiants, ils ont changé, et qu'il faut adapter une posture un peu différente. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que on a tendance à entendre, oui, que le problème de l'enseignement, c'est la crise de l'autorité, alors que selon moi, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait s'interroger sur le pourquoi les élèves, finalement, ils ne respectent plus les enseignants. Est-ce qu'ils ne seraient pas, par exemple, en train de se rebeller parce que, justement, ils se sentent sous le coup d'une forme de dictature. C'est-à-dire, est-ce que ce qui s'exprime dans leur opposition, c'est pas la vitalité de leur intelligence qui a été bridée, une sorte de colère saine. N'importe quel individu, a priori, qui verrait pas de sens dans ce qu'il fait, qui prendrait pas un minimum plaisir à faire les choses, j'imagine qu'il se rebellerait, en fait. Après, au-delà de ça, je pense que l'enseignement, il pourrait être intéressant de le repenser par rapport au fait qu'aujourd'hui, on trouve toutes les informations sur Internet. Donc, divulguer un savoir objectif, ça n'a plus vraiment de sens. C'est-à-dire que dans la coulue, l'élève, il peut rester chez lui, il peut consulter et apprendre sur Wikipédia. Donc, l'autorité du savoir, même parfois, elle est contestée. On avait des scènes en classe, donc on pouvait discuter avec le professeur, où finalement, l'élève, il dit non, c'est pas ce qui a marqué sur tel ou tel site, etc., quoi. Donc, selon moi, c'est intéressant de s'interroger qu'est-ce que le professeur il a de plus que finalement Wikipédia, c'est-à-dire quel est son rôle et surtout pourquoi les élèves sont arrivés à une forme d'opposition comme ça et de colère vis-à-vis du système. Alors après, en tant que philosophe de formation de départ, j'ai toujours tendance à penser qu'apprendre pour apprendre, ça sert à rien si effectivement on n'apprend pas à penser. Et ce que je voyais dans ces cours de philo, encore une fois, c'est que finalement, les élèves, quand on leur demandait de penser par eux-mêmes, ils étaient extrêmement angoissés. Ça les déstabilisait profondément parce que finalement, ils avaient appris toute leur vie à faire taire leur propre autonomie de réflexion, ce qui paraissait juste, qui paraissait avoir du sens à l'intérieur d'eux-mêmes. Et que là, je leur demandais en un an de scolarité de défaire tous ces conditionnements-là et d'accéder à quelque chose de plus intime, de plus profond. Donc, ils étaient extrêmement perturbés, puisque finalement, on leur a appris que la vérité, elle résidait à l'extérieur, voilà, quelqu'un la détenait pour eux et leur divulguait, et quand ils plongeaient en eux, ils avaient une sorte de vertige et ils se trouvaient précipités dans le vide.
parfois, ça mène presque à des constats où je me disais qu'ils avaient assez peu de jugement personnel. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout une attaque vis-à-vis des élèves, parce que je pense que c'est vraiment le fruit d'un conditionnement éducatif et d'un problème du système éducatif actuel. Et finalement, on le voit assez bien, même dans la façon dont ils s'habillent, c'est-à-dire il y a une espèce d'uniformité qui lisse les identités, et sinon ça crée en fait du rejet, quoi. Donc, selon moi, le problème de l'éducation actuelle, il est l'expression d'une crise plus profonde de la société qui dénie en fait l'identité, et qu'on pourrait s'interroger plutôt qu'effectivement d'imposer une façon de faire, à savoir comment on va amener un élève à déployer sa propre intelligence en fait pour réfléchir par lui-même. Alors là, je me rendais compte qu'il y avait d'autres soucis, c'est quand je leur disais, maintenant vous allez pouvoir penser par vous-même, vous allez pouvoir déployer une pensée. Je vous demande pas d'attendre de savoir si le correcteur il sera d'accord ou pas d'accord. Je vous demande d'essayer d'accéder à des choses qui sont à l'intérieur de vous-même. Et finalement, ils confondaient souvent pensée et opinion, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à sortir des opinions, êtes-vous pour ou contre la peine de mort. Ils avaient une sorte de pétition comme ça de principe où ils disaient je suis pour parce que je suis pour, sans forcément rien démontrer. Et du coup, je vais leur dire que c'était pas pertinent. Et là, on rentrait dans une sorte de mécanique un peu perverse, c'est que quand je leur disais que c'était pas pertinent, ça renvoyait au fait, encore une fois, que le professeur, c'est lui qui atteste de la validité ou de la non-validité d'une réflexion, chose qui n'est pas le cas. Donc, finalement, j'ai compris que leur demander de penser par eux-mêmes, c'était assez difficile, parce que penser finalement par soi-même, ça suppose d'avoir appris déjà correctement à structurer ses idées et sa pensée, et donc d'avoir fait l'expérience intime de s'interroger en soi. Donc voilà, d'une certaine façon, que ça s'apprend et que ça n'avait pas été appris aux élèves tout au long de leur scolarité. Des choses aussi basiques comme, par exemple, pourquoi je pense ce que je pense. Est-ce que j'ai un intérêt personnel, par exemple, à penser ce que je pense Est-ce que, dans quelle mesure je suis en capacité de démontrer ce en quoi je crois et ce que je pense. Finalement, penser par soi-même, ils avaient tendance à penser que c'était se dire des choses intérieurement et pas forcément aller creuser en soi et de comprendre l'implication des conditionnements dans lesquels ils étaient. Je ne sais pas, l'exemple par exemple du dépressif. Une personne qui est dépressive, elle a tendance, sans s'en rendre compte, à analyser toute la réalité par le prisme de son état intérieur. C'est-à-dire qu'elle va trouver des justifications intellectuelles, parfois même des justifications pertinentes et brillantes, pour se démontrer que le monde est fondamentalement absurde et laid. Et sa réflexion, elle aura beau être structurée, intelligente, il ne s'agira pas d'une pensée autonome, c'est-à-dire c'est une pensée qui est conditionnée par une sorte d'équilibre biochimique de son cerveau. Donc à partir du moment où on ne réinterroge pas de manière profonde et intime tous les conditionnements dans lesquels on pouvait être, c'était compliqué en tout cas de pouvoir accéder à un enseignement en philosophie. Donc je pense que par rapport à la question de la neurodiversité, il y a peut-être quelque chose à faire sur une façon de recentrer l'enseignement sur l'individu d'abord et pas d'être dans cette forme d'extériorisation, de permettre par exemple à l'individu de se connaître lui-même, quoi. Et je pense que c'est là, en fait, que peut intervenir le professeur et que son nouveau rôle peut éventuellement se dessiner, c'est apprendre non pas à l'élève à acquérir des connaissances objectives, parce que finalement, ça, il peut les intégrer partout, mais de prendre conscience de qui il est, de ses propres forces, de ses propres faiblesses, quoi. Oui, ça rejoint aussi beaucoup qu'est-ce qu'on a entendu dans les autres entrevues, de mettre cette espèce d'intérêt-là de chaque enfant au cœur des apprentissages plutôt que de tenter de les mouler. Puis on a toujours avec cette impression-là qu'il faut motiver, qu'il faut pousser les élèves à apprendre, puis on oublie que dans le fond, chaque enfant, dans le fond, a des émotions, a des intérêts, puis c'est en partant de ça que sont motivés de manière innée pour apprendre, pour approfondir leurs connaissances. Puis dans le fond, un enseignant, il devrait, selon moi, en fait, nourrir ces intérêts-là, dans le fond. Puis on parle de neurodiversité, mais ça rejoint, en fait, toute la base de tous les enfants. Puis je pense que ça ressort quand on a des profils atypiques, c'est cette espèce
les troubles vont finir par ressortir quand on respecte pas leurs intérêts. Comme vous disiez tantôt, il y a de la colère qui ressort, fait qu'on on est forcé à faire des choses qu'on comprend pas, qui font pas sens pour nous. Donc, je pense que ça ressort beaucoup plus quand que les enfants ont des profils atypiques, à mon avis. Ouais. Quand on parle de personnes qui ont, d'enfants aussi qui ont des profils à haut potentiel, est-ce que ceux-ci se retrouvent plus en échec scolaire par rapport aux autres? Est-ce qu'on voit une différence par rapport à ça? Parce qu'on pense à haut potentiel, on pense que forcément, bon, ils vont réussir puis sont moins enclins à avoir des échecs tant scolaires que dans leurs relations. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a eu un peu deux sortes d'idées. La première idée, on s'est dit effectivement, voilà, ils sont au potentiel, donc ils vont forcément réussir brillamment leur scolarité. Et après, il y a eu un mouvement inverse qui a été porté par la littérature grand public, qui disait qu'au contraire, c'était des facteurs d'anxiété, d'échec scolaire, etc. Finalement, alors moi, au niveau de mon cabinet, j'ai pas observé plus d'enfants allergiques à la scolarité que dans la grande majorité de la population. Étant entendu, voilà, que la plupart des élèves, alors quand on interroge chacun ses proches, ils vont dire finalement, moi j'ai détesté l'école, voilà, ça a été une torture. Alors les copains et tout ça, c'est toujours très intéressant, mais l'école en elle-même, voilà, c'est pas forcément intéressant. Pour le sujet des hauts potentiels, j'ai même eu des cas de hauts potentiels qui disaient de venir, dont les parents m'appelaient en plein milieu des vacances en disant là, il est en train de devenir dingue, il peut plus apprendre, il n'est pas à l'école, etc. Donc, on a voilà, vraiment des élèves qui détestent l'école chez les hauts potentiels. On a des élèves qui n'apprécient pas fondamentalement comment ça se passe, mais qui en tout cas apprécient l'apprentissage en lui-même. On a même quelques cas de temps en temps d'enfants qui apprécient l'école, même s'ils sont assez rares. Voilà. Et après, il y a toutes les situations intermédiaires, hein, c'est-à-dire ceux qui subissent pas leur scolarité, qui sont pas forcément bons, mais qui sont pas en échec, mais qui s'en désintéressent. Alors, autour de toute cette question, il y a aussi celle de un peu de certains préjugés qu'on peut avoir autour des hauts potentiels, comme par exemple le fait qu'ils peuvent avoir des difficultés avec la méthodologie. Moi, j'en vois pas forcément chez des hauts potentiels quand il n'y a pas de troubles associés, de difficultés avec la méthodologie au sens propre. J'en vois pas plus, en tout cas, que partout ailleurs. Alors, on pourrait s'attendre, vu qu'ils sont potentiels, qu'il y en ait moins. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Sur le plan scientifique, on a maintenant des études qui sont valables et qui nous permettent d'avoir une représentation un peu plus fiable de l'échec scolaire et du haut potentiel. Alors, on a par exemple cette étude française de Nicolas Gauvry et Franck Ramu qui montre que finalement les enfants ayant un QI supérieur à 130, ils obtiennent une note moyenne supérieure au brevet des collèges, que seulement 1,66% donc ont une note inférieure à 10. Je crois que c'est 15,55 chez les autres élèves. Après, pour la poursuite d'études au lycée, on a 82,9% qui passent en première générale contre 63,4% des autres élèves. Donc ce constat, il se confirme aussi ailleurs dans l'étude de Dorsey, je ne sais pas comment on prononce. C'est-à-dire que plus le QI est élevé, normalement, plus la réussite scolaire est élevée. Après, on a entendu encore d'autres choses, comme quoi plus le QI qu'au-delà d'un certain seuil de QI, en fait, les résultats s'inversaient. C'est-à-dire que plus ça montait, plus finalement il y avait la réussite, mais qu'autour de 145, selon voilà, ce que pensaient les personnes, ça s'inversait finalement, ça crée une chute des résultats. Alors là, il y a cette étude de Nicolas McIntosh de l'université d'Oxford qui contredit cette idée et qui expliquait au contraire que non, la réussite scolaire elle ne chutait pas au-delà d'un certain score de QI. On a aussi l'étude de Lewis Terman qui a été réalisée sur 1500 enfants précoces et qui a duré 70 ans, de 1921 à 1994. Alors celle-ci, elle est très intéressante parce que justement, elle implique une longue période. Par contre, elle comporte un biais important, c'est-à-dire qu'elle a inclus que des élèves qui avaient des bons résultats scolaires et qui venaient d'un milieu social favorisé. Voilà. Donc la seule chose qu'elle a permis de démontrer, cette étude, c'est que finalement, quand les conditions sociales sont bien mises en place, voilà, et qu'il y a une intégration de départ au niveau du système scolaire qui est conséquente, finalement, les hauts potentiels réussissaient mieux leur vie.
Alors, cela étant dit, ça ne veut pas dire en fait que les hauts potentiels ils sont pas en échec scolaire. Ça veut dire que statistiquement, si on prend sur 100 enfants, ils réussissent mieux. Maintenant, ça repose aussi la question de savoir qu'est-ce que ce serait qu'un critère de réussite chez un enfant haut potentiel. Est-ce que c'est de passer des classes et d'être moyen, par exemple, compte tenu du fait qu'ils ont un gros potentiel. Ensuite, il y a aussi les comorbidités. Alors ça, c'est encore plus compliqué parce que finalement, bon, on peut être au potentiel, on peut être autiste, on peut être au potentiel et dyslexique, on peut être au potentiel et atteindre un trouble de l'attention. Et la difficulté dans ce cas, si par exemple on a un trouble de l'attention et une intelligence dans la norme, ben en fait, on va rapidement repérer le trouble parce qu'il va y avoir des résultats scolaires, si voilà, le TDAH est massif, qui vont s'effondrer, il va y avoir s'il y a de l'hyperactivité, une agitation, en tout cas, qui va très vite alerter et questionner sur une problématique qui doit être creusée et comprise. Quand il y a un haut potentiel et une comorbidité, ce qui va se passer, c'est que souvent, on ne va pas voir le potentiel intellectuel et on ne va pas voir la comorbidité non plus. C'est-à-dire qu'on va voir un enfant qui, par ailleurs, a l'air intelligent, mais qui finalement ne réussit pas à la hauteur de ses capacités et on ne comprend pas très bien. Parce que le haut potentiel va permettre de compenser les difficultés, mais les difficultés vont empêcher, en fait, les difficultés vont empêcher de pouvoir s'épanouir dans le système scolaire. Et après, on retrouve du coup des enfants qui avaient des profils très, très brillants, très, très vifs dans l'enfance, et puis qui se retrouvent avec une aversion au niveau du système scolaire et finalement un échec au niveau de l'université parce qu'on n'avait pas détecté leur dyslexie et que leur dyslexie avait été partiellement compensée par leur haut potentiel et qui finalement arrivent dans des emplois qui correspondent ni à leur capacité ni à leur désir, quoi. Parce que quand on regarde ça rapidement, on dirait que les surdoués seraient comme épargnés de cette problématique-là de l'échec. Parce que ils finissent par compenser, donc ils se retrouvent à réussir de manière moyenne. Bon, ils se retrouvent jamais dans des situations d'échec où ça peut survenir malgré tout. Puis, ils ont des problématiques, en fait. Est-ce que c'est parce qu'on est doué que forcément on réussit dans la vie, on réussit notre scolarité, selon vous? Alors oui, c'est ce que je disais préalablement, c'est-à-dire que la question, de manière générale, on peut se demander ce que ça veut dire d'être en échec dans le cadre d'un haut potentiel. C'est-à-dire si on considère que l'échec, c'est un redoublement ou l'arrêt de la scolarité avant d'obtenir un diplôme, les surdoués, statistiquement, ils sont moins en échec. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils réussissent à la hauteur de leur capacité? Alors là, par contre, non. Alors, on n'a pas d'études pour savoir jusqu'où il faudrait aller en termes de capacité, mais c'est quelque chose qu'on observe en fait au quotidien. Et à côté de ça, évidemment, il y a des surdoués qui sont de toute façon pas en échec à cause d'un trouble, des surdoués simples, mais qui sont en échec à cause du système éducatif parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du sens et du plaisir dans le système éducatif. On va invoquer souvent plusieurs raisons qui paraissent assez logiques et pleines de bon sens. Par exemple, on va dire que l'enfant surdoué, il n'a pas appris à apprendre. Alors, et que du coup, il peut se retrouver, par exemple, en échec à la faculté. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup au cabinet parce que finalement, quand on a des facilités, on n'est pas obligé de fournir un effort intellectuel. Et quand le niveau progresse petit à petit, on commence à fournir un petit peu d'efforts. Et en général, il y a une fracture alors vers la fac, à l'université, où ces enfants qui suivaient très bien sans fournir d'efforts, du jour au lendemain, ils doivent fournir une énergie qu'ils ne sont pas du tout habitués en fait à fournir. C'est un peu comme si on leur demandait, si on demandait du jour au lendemain à quelqu'un qui ne s'est pas entraîné de faire une course de marathon et de lui dire maintenant il va falloir que tu tiennes le rythme. C'est pas possible. Apprendre à apprendre dans une dynamique de sens de l'effort et de structuration aussi de la réflexion pour apprendre à comment on acquiert une connaissance, comment on structure une connaissance de manière intérieure, comment fonctionne notre mémoire, etc. On entend aussi d'autres choses au niveau des méthodologies. Alors, on entend souvent dans la littérature qu'ils ont un problème avec la méthodologie. Alors, c'est pas ce que j'ai forcément pu constater au cabinet, et il me semble que ça n'a pas été démontré, dans le sens surtout où, chez le haut potentiel, il y a autant la capacité d'avoir un esprit divergent qu'un esprit convergent. Et l'esprit convergent, il est plutôt très adapté au système scolaire. Donc, globalement,
sur le plan théorique, le surdoué, il devrait être adapté, il devrait facilement s'adapter à la méthodologie. Voilà. Maintenant, ce qui se passe très souvent, c'est que ils n'ont pas réellement besoin de passer par la méthodologie pour apprendre à structurer leur pensée parce que justement, ils sont sous-stimulés. Et quand on est sous-stimulé et qu'on n'acquiert pas progressivement les méthodologies, ben, du coup, quand les méthodologies, l'exigence des méthodologies augmente au fur et à mesure du temps, ben, en fait, on se retrouve perdu. Donc là, on est vraiment dans l'expression d'un phénomène qui touche à proprement parler les hauts potentiels et qui les met éventuellement parfois en échec, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas assez de complicité, qu'ils ne soient pas obligés d'actionner des mécanismes de méthodologie. Donc, finalement, plus on avance dans la compréhension fine des particularités individuelles, plus on se rend compte que le système éducatif, il est basé un peu pour répondre aux besoins de la norme, et que la norme, c'est une sorte de fiction théorique pure. Et le haut potentiel là-dedans, du coup, plus que n'importe quel individu, il en fait les frais. Ça, c'est des choses aussi qu'on entend souvent. On va pointer la richesse de son imagination comme une forme d'inadaptation. Justement, très jeunes, dans les rédactions, c'est des enfants qui vont partir très très loin dans l'imaginaire parce qu'ils vont avoir éventuellement un imaginaire très fertile et très dense et qu'on va brider, brimer, voilà, sans exploiter en fait cette particularité-là. Alors, oui, toujours par rapport aussi à ce manque de stimulation, on a souvent le cas des enfants qui veulent, par exemple, en mathématiques, faire des calculs plus complexes. Et l'enseignant, il va lui dire, en fait, non, c'est pas au programme, c'est pas possible. Et en ce sens, il faudrait que l'enfant, alors de nouveau, ça a été beaucoup dit dans les autres interventions, mais que l'enfant, voilà, il devrait renoncer à sa curiosité et calquer sa curiosité sur le déroulement des apprentissages et sur le rythme des apprentissages. Or, toute personne qui s'intéresse vraiment et fondamentalement à un sujet, bien évidemment, elle sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas s'impliquer de manière rectiligne comme ça à tous les sujets sans forcément avoir des préférences, des choses qu'on a envie d'approfondir. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, je pense que la question du haut potentiel et de l'échec, elle se situe à un autre niveau que celui des résultats scolaires, parce que sur le plan des résultats scolaires, a priori, c'est pas forcément ce qui est le plus inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète fondamentalement, c'est effectivement le fait qu'on peut considérer qu'un élève, il est en échec lorsqu'il n'exprime pas son potentiel. C'est-à-dire lorsqu'il n'a pas la nourriture intellectuelle suffisante et que finalement, il finit par se détourner de la connaissance, qui finit par se refermer sur lui-même et avoir une forme de rejet de la scolarité. Alors, encore une fois, ce qu'on constate chez les hauts potentiels, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, et bien sûr dans la population générale. Donc c'est ça, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, c'est des étudiants qui rejettent la culture, qui pensent que être cultivé, se poser des questions, réfléchir, c'est pas du tout bankable, c'est pas stylé, comme disent les jeunes, c'est ringard en fait d'être bon à l'école. Et toute cette mentalité, je pense que elle doit être interrogée, se poser la question pourquoi à un moment donné la jeunesse, elle s'est détournée du système éducatif, parce que l'incarnation de la connaissance aujourd'hui, elle est véhiculée par le système éducatif. Et de se poser la question, voilà, pourquoi le système il n'a pas réussi à s'adapter à l'évolution de la société et aux enjeux de la jeunesse et de l'adolescence. Alors, j'entendais souvent des phrases dans les cours de philosophie, par exemple, concrètement, ça sert à quoi la philosophie? Alors, c'est une question très intéressante et ça me faisait beaucoup réfléchir. Parce que finalement, je me disais que on est des adultes, on n'est plus forcément capable de savoir exactement, sensiblement ce que ces jeunes-là ils vivent, mais quand on voit voilà, le manque d'emploi, les menaces terroristes, on se dit qu'ils ont bien de raison en fait, d'être inquiétés par des choses extrêmement concrètes et que ça peut être très très compliqué, voilà, ou même juste de se poser la question de savoir s'ils trouveront une place à l'université, parce que ça c'est un débat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas forcément de disponibilité mentale pour aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui les intéresse, pour se concentrer, parce que ça c'est aussi une problématique actuelle, les difficultés de concentration des enfants. Voilà, ils sont assaillis d'informations qui sortent partout, il y a des menaces extérieures en permanence, et donc ils n'ont pas la possibilité
de se centrer sur eux-mêmes, sur qui ils sont, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment comme déconnectés de ce qui leur arrive. Alors, encore une fois, sans dire que c'est de leur responsabilité à eux, mais la responsabilité, pour le coup, autant de la société de manière générale que du système éducatif. Pourtant, je pense qu'il n'y a que en passant par là, c'est-à-dire en se centrant sur soi, sur ses perceptions, sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent, qu'on est ensuite capable de gérer, de réfléchir par soi-même et de se défendre aussi par rapport à ces menaces extérieures, enfin se défendre intellectuellement par ces menaces. Dans le fond, j'aimais votre réponse. Dans le fond, ils sont pas en échec scolaire. Habituellement, les personnes qui ont un haut potentiel, mais ils deviennent quand même en échec par rapport à ce qu'ils devraient être. Dans le fond, c'est un échec dans leur vie, un échec de leur potentiel à eux. Je trouve que ça rejoint un petit peu la même chose, comme je disais un petit peu au début. Je pense que c'est la même chose avec tous les enfants. Parce que bon, malheureusement, il y en a qui se retrouvent et en échec scolaire, mais ils vont se retrouver aussi en échec par rapport à eux-mêmes. C'est désolant, en quelque part, qu'on ait cette norme-là, cette obligation-là à être comme ça, de telle manière qu'on se retrouve avec des élèves qui sont en échec scolaire et la majorité d'entre eux se retrouvent être en échec par rapport à ce qu'ils devraient être. Je pense que ça rejoint un petit peu le système éducatif actuel, la manière qui est fait, puis qu'est-ce qu'on trouve comme problématique, en fait. Puis, selon votre expérience, dans le fond, avec les surdoués, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre qui pourrait faire avancer ce système-là éducatif, peut-être pour améliorer, pour faire autrement, pour que et les personnes qui sont douées et les autres intelligences artistiques qui tous, enfin, puissent développer leur plein potentiel, en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est ce que vous dites. C'est l'idée, en fait, que l'échec l'échec scolaire d'un enfant au potentiel ou même d'un enfant, en fait, en général, c'est qu'on peut réussir toutes les classes, mais que c'est pas pour autant qu'on est effectivement dans une forme de réussite. C'est à partir du moment où le potentiel de l'élève, il n'est pas exploité. On s'imagine que, je sais pas, un élève, il aurait un potentiel extraordinaire dans un domaine, il a eu des bonnes notes tout au long de sa scolarité, mais personne l'a effectivement a ouvert cette porte vis-à-vis d'un autre potentiel qu'il aurait pu exploiter, dans lequel il aurait excellé, alors que bon, voilà, dans sa scolarité, il a été plutôt moyen. Il me semble que c'est l'intérêt d'un système éducatif. Alors, on peut même arriver à penser de manière un peu radicale que finalement, dès qu'il y a un seul enfant au potentiel qui est en échec scolaire, qui est dans l'obligation de doubler une classe, c'est là vraiment qu'on voit les limites du système éducatif. Alors, s'il n'y a pas de comorbidité et que voilà, il n'y a pas de difficultés anxieuses ou de choses comme ça, parce que c'est des enfants qui, a priori, sont plutôt bien adaptés au système scolaire, qui ont une bonne mémoire, une bonne capacité de structuration de l'information, du fait de leur capacité cognitive. Un QI de 135, on va imaginer homogène chez un enfant en potentiel, dans une certaine ordre d'idée, ça doit correspondre à peu près à 2 ou 3 ans d'avance sur le plan du raisonnement académique. Donc, quand un enfant comme ça, il réussit que moyennement, déjà là, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure il n'est pas en échec par rapport effectivement à ses capacités. Donc voilà, si le test a été passé par exemple récemment, ça veut dire que c'est un enfant qui a des capacités qui sont prêtes à employer. Alors dans ce cas, pourquoi il les emploie pas? Un haut potentiel dans les classes de primaire, encore une fois, s'il n'y a pas de comorbidité et s'il n'y a pas de contexte familial particulier avec une anxiété massive, il est censé, tout du moins dans les classes primaires, réussir brillamment sans avoir fourni d'efforts. Surtout que c'est souvent des enfants qui effectivement sont curieux et désireux d'apprendre. Donc au travers de ça, vu que c'est pas forcément toujours le cas, on prend conscience effectivement qu'il y a un manque de stimulation au niveau de l'éducation nationale, quoi. Il soulève un autre point intéressant. On dit souvent qu'ils n'aiment pas apprendre par cœur. Les hauts potentiels. Alors dans la réalité, je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet. Ce que je sais, c'est qu'au sein du cabinet, j'en vois qui détestent ça, effectivement, mais encore une fois, comme la majorité des enfants, et j'en vois d'autres qui, ça leur pose pas particulièrement de problème, considérant le fait que c'est de toute façon pas agréable d'apprendre par cœur. Ça pose encore une fois la question de savoir qu'est-ce que ça a comme sens d'apprendre par cœur. Alors, s'il s'agit de règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de formules mathématiques complexes, évidemment, on comprend l'intérêt. Et au-delà de ça, ça fait travailler la mémoire, donc c'est important.
mais on peut aussi se poser la question, par exemple pour les tables de multiplication, parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment, on dit que les élèves à haut potentiel n'aiment pas apprendre les tables de multiplication, de savoir si ce ne serait pas plus intéressant d'apprendre à exercer son esprit, à le calculer mentalement, par exemple, pour y arriver, plutôt qu'effectivement d'apprendre un peu des tables comme ça par cœur. Pour un cours d'histoire, d'économie, de philosophie, ou même parfois au niveau du lycée, les étudiants, surtout pour le bac littéraire, ils apprennent des commentaires de texte par cœur. Ce qui effectivement, ce qui n'a absolument aucun sens. Apprendre un commentaire de texte d'une réflexion qui a préalablement été structurée, soit par un enseignant, soit c'est passer à côté de l'enjeu de ce que c'est qu'une analyse de texte, où finalement on doit éprouver les limites de sa propre analyse, de sa propre intelligence dans ce contexte. Après ça, on sait aussi que toutes les informations apprises par cœur, en fait, elles sont des sortes de données mortes pour la conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les retravailler. Ce qu'on a vu, on le met dans un coin de sa tête et finalement, on ne le réinterroge jamais. C'est une connaissance, un bloc figé en fait, de connaissances qu'on n'interroge pas et sur lequel l'intelligence n'a plus d'action. Alors, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on retrouve donc dans la littérature. Je ne sais pas s'ils sont démontrés ou pas. Ils apparaissent être assez de bon sens. Il y a un problème avec le micro, non? Moi, je vous entends toujours. J'ai eu un micro coupé qui s'est affiché. Donc oui, ce que ça révèle, ces choses-là, selon moi, c'est que encore une fois, le haut potentiel, il est intéressant en ce sens qu'il va pouvoir mettre en exergue en fait les problématiques du système éducatif qui vont empêcher la stimulation. Alors ça aussi, on retrouve le fait par exemple qu'ils vont s'ennuyer en classe, que les hauts potentiels vont s'ennuyer en classe parce que le rythme n'est pas assez soutenu ou parce que le cours n'est pas assez approfondi. Pourtant, on sait que dans l'absolu, tous les élèves, on va dire, c'est pas tous les élèves, mais la plupart des élèves feront l'aveu qu'ils se sont ennuyés en classe, que quand on est assis 6 à 8 heures par jour dans une classe, c'est compliqué en fait. Hein. Alors moi, je vais essayer d'analyser ça en tant que psy et de me poser la question, le système c'est-à-dire que, est-ce que le système éducatif, finalement, il est capable de comprendre aujourd'hui les enjeux de l'enfance et les enjeux de l'adolescence? Alors, de quoi a besoin un enfant? Un enfant, il a besoin de protection, de direction, de valorisation. Et un adolescent, on va dire qu'il a besoin de soutien, d'autonomie, par exemple, et de trouver un espace d'affirmation. Ce qui se joue de façon globale dans ces années de scolarité, en clair, l'analyse du côté psychothérapeutique, c'est l'enjeu de la construction identitaire. C'est-à-dire, qui repense à son enfance, il ne repense pas forcément à son cours d'histoire et à son prof extraordinairement passionnant. Tout de suite, il va penser aux rencontres qu'il a faites, aux expériences qu'il a vécues, en lien avec les autres, en fait. Et ça, c'est fondamental parce que finalement, c'est cette chose-là qui meut l'enfant et ensuite l'adolescent vers l'âge adulte et qu'il faudrait accompagner via les enseignements pour lui permettre de se structurer dans son identité, dans sa réflexion, dans son intelligence. Quoi. Donc, ne pas intégrer en fait cet enjeu identitaire dans le système scolaire, pour moi, c'est un problème. C'est un problème en tout cas important. Après, d'autres choses qui ont aussi été abordées, hein, mais la question de savoir est-ce que par exemple rester 6 heures assis à écouter de manière passive sans pouvoir intervenir, sans pouvoir tout le temps poser des questions dès qu'on en a envie parce qu'après les copains vont regarder, etc. Est-ce que c'est pertinent? Alors, je ne sais pas si par exemple on a un chaton, on n'aurait pas par exemple à l'idée de l'attacher sur une chaise 6 heures par jour et de lui faire un cours sur l'art de la chasse à la souris et de sorte à ce qu'il acquiert ça. Ce serait absurde parce que le chaton, il va apprendre en jouant et il va apprendre en expérimentant en fait de la même manière qu'un enfant. Alors, on peut dire qu'un enfant, bien sûr, c'est pas un chaton, qu'il est doté d'une intelligence et en ce sens, ça le distingue bien d'un animal. Mais pour autant, il y a en lui cette même
voilà, vitalité et ce même besoin d'appréhender la connaissance par l'expérience et par le fait aussi de suivre le déroulement de sa curiosité. Donc moi, pour en revenir à ce que je disais vraiment au début, ce qui m'interpelle, c'est que la notion de travail, elle est très déconnectée de la notion de sens et de la notion de plaisir, en fait, finalement. Et on apprend que par la question du sens et la question du plaisir. De la même manière que, idéalement, on serait censé avoir un métier quand on est adulte qui permette de s'épanouir sur le plan personnel, au-delà des contingences matérielles, quoi. Donc ça, c'est encore à la limite, on peut dire bon, bah, l'adulte, il a appris à maîtriser ses impulsions, il est peut-être capable, voilà, de réfréner, de suivre en permanence ses idées, et ça, c'est extrêmement structurant, bien entendu. Enfin, c'est structurant de réussir à le faire. Par contre, chez un enfant, surtout quand il ne maîtrise pas forcément ses impulsions, c'est quelque chose de compliqué. On sait tous que les enfants, ils ont besoin de bouger quand ils sont à la maison le week-end, en vacances. À moins si effectivement d'être scotché devant la télé ou des choses comme ça, ils ont besoin d'être tout le temps en mouvement. Donc par rapport à cette problématique du plaisir et du sens, encore une fois, ce que je voyais en tant qu'enseignante, c'est que finalement le seul sens, ça ressortait tout le temps, le seul sens pour eux que ça a d'apprendre, c'est d'avoir une bonne note. Et avoir une bonne note, pourquoi pour se faire plaisir à soi sur le plan narcissique, parce que ça fait plaisir d'être compétent, et pour faire plaisir aux parents. Alors, parfois, on a des rares enfants qui vont se dire que c'est pour leur avenir, c'est-à-dire sous-entendu, quand ils disent pour leur avenir, c'est pas forcément structurer leur raisonnement, c'est pour pouvoir avoir des bonnes notes, pour pouvoir faire de grandes études et pour pouvoir s'acheter ensuite une grande maison. Alors, ça peut être un but en soi de l'existence, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui structure sur le plan éducatif. C'est quelque chose qui amène, qui est une forme de moyen, mais qui n'est pas en soi une finalité. Or, le système éducatif, il devrait être, selon moi, en soi une finalité. Donc, voilà, on n'explique pas ce que c'est que, enfin, on n'explique pas aux enfants ce que c'est, quel sens ça a d'apprendre, ni même on leur permet d'accéder à ce que ça veut dire. Les mathématiques, par exemple, que beaucoup de gens ont horreur, vont dire moi j'étais tellement nulle dans les mathématiques, j'ai horreur des mathématiques. Ben, ça forme le raisonnement, ça entraîne la plasticité du cerveau. Le français, ben, ça peut ouvrir sur sa sensibilité personnelle, justement sur ses propres perceptions. Voilà, ça peut donner aussi une compréhension quand on va étudier certains textes en français de ce qu'était l'homme à une certaine époque, comment il vivait les choses de manière intime. Enfin, voilà, et que le sport c'est essentiel à la santé, que ça ne sert pas juste à avoir une bonne note et à gagner des points pour le baccalauréat, quoi. Donc, pour voilà, comprendre les enjeux de l'enfant, c'est aussi comprendre, à mon sens, qu'au-delà de l'apprentissage, ce qui se joue, c'est la dynamique pour un enfant, c'est la dynamique sociale. Donc il y a cet aspect de construction identitaire et cet aspect de dynamique sociale. Alors après, ça ouvre évidemment tout le débat de comment on va pouvoir réformer cet apprentissage en incluant la neurodiversité et surtout permettre aussi de favoriser cet enjeu relationnel. Il y a des choses qui sont parfois proposées pour les hauts potentiels. Par exemple, d'être le tuteur d'un élève qui est le plus en difficulté. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement formatrices parce que ça va permettre à l'élève d'être actif, de pouvoir développer son sens de la responsabilité. Et parfois, en expliquant même les choses, on acquiert de manière plus profonde encore un apprentissage plutôt qu'effectivement dans un apprentissage par cœur. Voilà. Donc, c'est un peu ce sur quoi je m'interroge aujourd'hui, ce serait de repenser le système éducatif en lien voilà, avec la société et éventuellement avec la construction identitaire. On en revient toujours à peu près, je comprends, si je résume bien les propos de votre entrevue, on en revient à peu près à comment inclure les intérêts, comment inclure les émotions pour faire des apprentissages, comme ça me faisait rire tantôt quand vous dites, bon, on se rappelle pas de notre professeur en histoire, comment il était génial, mais on va se rappeler de nos sorties avec les amis, mais pourquoi? Parce qu'on a un vécu émotionnel, on a eu du plaisir à sortir avec nos amis, donc ça démontre qu'on n'a pas eu de plaisir en histoire, donc on le retient pas, donc est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite pour nos enfants, qui apprennent pour un examen, qui le mettent
à l'examen, ceux qui réussissent de le mémoriser, puis qu'ensuite, ils s'en rappellent plus. Donc, à quoi ça sert de faire des apprentissages si c'est seulement dans l'objectif d'avoir une bonne note, mais qu'on n'éprouve pas de plaisir, donc ensuite qu'on s'en rappelle plus. Donc, est-ce que ça nous construit notre identité, en fait, si on a cet objectif-là de juste faire du par cœur sans le lier à notre vécu, puis sans aller chercher la motivation, puis le plaisir, puis le sens derrière les apprentissages qu'on fait. Je pense que ça vaut autant pour les personnes douées, autant pour les profils atypiques que tous les enfants en général, de repenser, je pense, le système éducatif. Je pense que ça peut être bon pour tous d'aller dans cette optique-là, dans le fond. Est-ce que vous auriez une réflexion ou un souhait pour conclure ça, un souhait envers la neurodiversité ou le système éducatif, ou je vous laisse la parole là-dessus? Je ne sais pas, que les questionnements autour de la question de l'intégration de la neurodiversité à l'école, elles puissent interroger de manière générale le lien au plaisir et au sens dans l'enseignement, de sorte à ce qu'effectivement l'étudiant puisse retrouver une connexion avec le plaisir et avec le sens pour pouvoir se construire de manière harmonieuse. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié d'écouter le point de vue de Charlotte et que ça vous a amené des réflexions puis sur le sens éducatif aussi puis sur la neurodiversité. Donc, je rappelle que les entrevues sont disponibles en rediffusion jusqu'au 30 septembre inclusivement. Donc, merci beaucoup. Merci Charlotte pour l'entrevue.